Je voudrais vous parler aujourd'hui de deux raisons pour lesquelles je mobilise Spinoza. Deux raisons générales peuvent servir à justifier la mobilisation d'une distinction spinoziste du pouvoir et de la puissance, dans le but de comprendre ce qu'est le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Spinoza peut d'abord être utile pour rendre raison de l'hostilité qui entoure toute puissance en expansion. Parce que si le projet socialiste privilégie le collectif, et si, comme le conçoit le modèle arithmétique de la démocratie spinoziste, il s'efforce d'inclure les puissances particulières et de les additionner contributivement dans la puissance collective, cela ne lui épargnera pas d'avoir à contenir, au moins à la marge, des puissances individuelles ou des groupes d'intérêts qui verront dans cet accroissement un pouvoir qui menace leur propre liberté. Donc, à la question de savoir si ce pouvoir doit être considéré comme une violence légitime, le texte du traité politique répond « Plus ils seront nombreux, les hommes, en une telle unité, plus ils seront nombreux, plus de droits ils auront tous ensemble. » C'est ce qu'écrit Spinoza au deuxième chapitre du traité politique, paragraphe 15. Et cette affirmation montre exactement où la question de la puissance, qui consiste à croître et à durer, pose le problème essentiel de l'autorité légitime. Le nombre suffit-il à définir le juste ? Il y aurait une violence d'État, irréductible ou naturelle, mais contrainte par prudence et désir de durer à s'auto-limiter. Elle est contrainte à s'auto-limiter parce qu'en dépit du mouvement d'expansion qui procède de sa puissance, elle ne peut pas être absolument absolue, si je puis dire. Elle ne parvient jamais à tout inclure et il vaut mieux qu'elle s'auto-limite plutôt que de s'obstiner dans l'exercice d'une puissance qui la contraindrait à dégénérer en exercice du pouvoir. Alors ici, on peut peut-être considérer que je suis la position d'Étienne Balibar, qui considère lui aussi que la violence n'est pas, je le cite, l'opposé de l'institution politique, mais la condition générale du fonctionnement des institutions. Il écrit cela dans Violence et civilité en 2010, page 37. Donc il n'y a pas de puissance politique qui ne soit contrainte d'exercer au moins à la marge un certain pouvoir et qui ne dégénère en quelque sorte en violence, mais évidemment, moins elle le fait et mieux elle se porte. Bien, donc on voit comment la distinction du pouvoir et de la puissance permet de penser les limites de l'expression ou de l'expansion de la puissance. Bien, deuxième raison de mobiliser Spinoza. Le concept spinoziste de puissance peut-il nous aider à comprendre le projet politique chinois du point de vue de sa propre motivation et comme de l'intérieur ? Il peut au moins nous aider à clarifier la distinction d'une politique de la puissance comme contre-modèle de toute politique du pouvoir. Politique de la puissance versus politique du pouvoir. Une politique du pouvoir, c'est-à-dire une politique qui ferait de la domination son principal levier. C'est cette politique du pouvoir que critique Spinoza. On trouve dans le traité politique la critique d'un pouvoir comme ensemble des moyens de contraindre ou d'empêcher. Et c'est là qu'est la critique de Hobbes, la critique spinoziste de Hobbes. Ceux qui gouvernent ne sauraient assassiner les sujets, les spolier, enlever les jeunes filles et autres choses semblables, écrit Spinoza, car cela aurait pour effet de changer la crainte en indignation et par conséquent la société civile en société hostile, écrit Spinoza au 4e chapitre du traité politique, paragraphe 5. L'usage du pouvoir est indéniable, indispensable, incontournable, et il y a donc bien un moment de vérité dans la réflexion de Hobbes sur le pouvoir, mais il faut absolument alerter sur l'abus toujours possible du pouvoir parce que cet abus est contre-efficace, il pourrait même être fatal au corps social.
Voilà. Alors ces deux raisons, adossées à des textes du même traité politique, au même texte de Spinoza, supposent des interprétations contradictoires du pouvoir. La première renforce la thèse d'une violence légitime. L'État exerce une violence légitime, Weber développera cette thèse bien plus tard, justifiée par un impératif de sécurité. Tandis que la deuxième thèse dénonce le risque d'une violence brutale. Le critère décisif de cette duplicité ou de cette ambiguïté du pouvoir était déjà donné au traité des autorités théologiques et politiques, et il repose sur la distinction entre les intérêts particuliers d'un côté et l'intérêt général de l'autre. Je cite Spinoza, « Dans une république et un État où le salut du peuple tout entier, et non pas celui du chef, est la loi suprême, celui qui obéit en tout au pouvoir souverain ne doit pas être appelé un esclave inutile à soi-même, mais un sujet. » Fin de citation. On trouve ça donc au traité des autorités politiques, chapitre 16. L'État ne peut donc être qualifié de déraisonnable ou de violent que si l'intérêt particulier des sujets citoyens est sacrifié à d'autres intérêts privés, considérés comme supérieurs par ceux qui les invoquent, mais tant que ce ne sont que des intérêts privés, c'est-à-dire tant que la politique ne profite qu'à la satisfaction des intérêts d'une partie limitée de la population, eh bien, la politique est détournée au sens spinoziste du terme, puisque l'intérêt général est perdu de vue. L'intérêt général étant ce que dans le texte que je viens de vous citer, Spinoza appelle le salut du peuple tout entier. Voyez, donc pour prendre un exemple, un pays dans lequel le PIB augmenterait, mais un pays dans lequel, en réalité, une fraction limitée de la population concentrerait en elle toutes les richesses, tandis que le reste de la population s'appauvrirait, en dépit du fait que le PIB augmente, eh bien, ce pouvoir pourrait être qualifié de violent pour Spinoza, ou d'injuste, parce qu'il ne vise pas le salut du peuple tout entier. Et pour le dire comme Xi Jinping, et c'est pourquoi je crois que ce concept de salut du peuple peut être transféré ou utilisé pour comprendre, analyser la politique chinoise, ce salut du peuple me semble être à peu près l'équivalent spinoziste du concept chinois de Zui Guanda Renmin de Genbengli, c'est-à-dire l'intérêt fondamental de la grande majorité du peuple. Voilà en résumé deux raisons fondamentales, deux raisons profondes de relire Spinoza pour essayer de comprendre quelque chose à la politique chinoise. D'une part, il n'y a pas de puissance sans pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise en place des moyens pour atteindre les buts finaux, pour satisfaire les intérêts profonds d'un peuple, sans pouvoir, c'est-à-dire sans moyen de contrainte, sans un usage marginal de la force ou de la contrainte, au moins à la marge. Mais, deuxième élément de réflexion emprunté à Spinoza, cet usage de la force ou de la contrainte est légitime si et seulement si, dans la mesure seulement où il est profitable à l'intérêt général, s'il œuvre au salut du peuple tout entier, pour parler comme Spinoza. Voilà en substance l'argumentaire qui me semble très rationnel de Spinoza. Et il me semble, donc c'est mon hypothèse, mais évidemment j'accepte d'en discuter et je me soumets à la critique, il me semble que l'usage que Xi Jinping fait du concept de puissance, on va y revenir, on va prendre des textes, mais il me semble que l'usage que Xi Jinping fait du concept de puissance est très proche et comparable à celui qu'en fait Spinoza. Et il me semble par ailleurs que le concept d'un intérêt fondamental de la grande majorité du peuple, Zui Guanda Renmin de Genbengli en chinois, ce concept socialiste est un équivalent plus ou moins proche ou lointain, je veux dire que j'admets qu'on puisse en discuter, un équivalent du concept spinoziste de salut du peuple. Le salut consistant dans la satisfaction de l'intérêt général, opposé à l'absolutisation des intérêts particuliers, opposé à la confiscation de cet intérêt général par des intérêts particuliers.
J'espère que ce propos est clair. Il me semble que Spinoza met vraiment l'accent sur l'essence du politique, ou en tout cas une certaine essence de la politique qui me semble assez apte à décrire ce que peut être le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Alors c'est une hypothèse nouvelle, je crois que je suis le premier à la faire et j'accepte qu'on en discute. Pour cela, il faudra aller encore un petit peu plus loin dans la lecture des textes de Xi Jinping. Je vous donne rendez-vous pour cet exercice dans une prochaine capsule. Belle journée à tous, en attendant.